un institut médico-légal qui essaye de remonter les histoires des gens qui trouvent échoués en Sicile. Quasiment tous les corps qu'ils récupèrent, noyés, sont des corps battus, avec des corps d'enfants qui sont battus avec des os fracturés sur plusieurs parties du corps. Donc bien évidemment, c'est un monde qui est sans pitié, qui est très dur. En général, les passeurs s'organisent pour que... Mais on leur fait perdre leur humanité bien aussi sûr, parfois. Oui. On leur fait perdre, c'est-à-dire qu'en général, la personne qui migre n'a qu'un seul objectif, c'est rembourser la dette qu'elle a empruntée pour partir, parce que très souvent, en échange, c'est le cas de la Moldavie, elle a laissé sa famille et sa femme en caution. Virgile, il doit 5 000 $, voilà. Je crois, à un type qui s'appelle Giorgio. Voilà, donc la route qui est tracée est une route sans solidarité, a priori. Et c'est d'ailleurs ce qui fait de mon livre un roman, c'est que j'oblige ces trois migrants à être solidaires entre eux, c'est-à-dire à rompre le pacte qu'ils ont fait en partant, c'est d'arriver le plus vite possible dans un pays, travailler, rembourser la dette et faire venir leur famille. Oui, mais vous savez, il y a des choses, parce que je pense que c'est votre observation qui a fait dire ça, je ne sais pas si c'est... Vous savez rencontrer beaucoup des personnes aussi avant des profils de beaucoup de gens. On peut supporter, les gens s'imaginent tout, s'imaginent la dureté, l'humiliation, la faim, d'être battu aussi, mais il y a quelque chose qu'ils n'imaginent jamais. C'est la solitude. Oui, moi j'ai rencontré beaucoup de... Je vous dis, j'ai couvert les conflits pendant 20 ans, donc bien évidemment j'ai croisé énormément de désespérés et de convois de gens qui quittaient leur pays, beaucoup en Afghanistan, se réfugier au Pakistan, chercher des chemins pour rentrer ailleurs. Et c'est ce que je fais dire à un personnage qui s'appelle Chanchal. Donc je vous ai expliqué que chez les Bangladais, souvent on choisissait un enfant pour qu'il fasse vivre, qu'il parte et qu'il soit candidat à l'exil. Et lui, il vend des roses. Voilà, et c'est un raté. Et en général, on lui donne un prénom qui correspond à sa destinée. Et Chanchal veut dire sans repos, donc cet enfant c'est sans repos, jusqu'à ce qu'il nourrisse sa famille. Et oui, Chanchal, à un moment donné dans le livre, alors qu'il a traversé une partie du monde en conteneur, alors qu'il a survécu, qu'il est arrivé en France, qu'il vend clandestinement des roses, par moment, alors qu'il évite toujours tous les commissariats, il se poste devant un commissariat uniquement en espérant qu'on l'arrête et qu'on lui parle. Parce qu'il est transparent. Et qu'on lui demande son nom, parce que dans la rue, et ça nous est arrivé à tous, on ne parle pas aux vendeurs de roses, on ne les croise pas, on ne les regarde pas, ils dorment dans des squats, et ce qui fait l'essentiel de notre identité, c'est-à-dire le prénom, ce qu'on a pu entendre de nos mères, ce qu'on a pu entendre de nos sœurs, avec en général beaucoup d'amour, on n'a plus ça dans les oreilles. Et effectivement, il se dit et ça c'est parce que je l'ai entendu d'échouer ou de migrants, qu'à un moment donné, il avait tout imaginé, la violence, les coups, la peur, mais pas la solitude. Et la solitude de ne plus entendre son prénom, c'est quelque chose qu'on a nous-mêmes du mal à imaginer. Il s'est fait même virer du commissariat. Et il se fait arrêter, et puis bon, il se trouve qu'il se fait renvoyer parce qu'il y a quelque chose de plus important qui arrive, et donc il s'en veut, il regrette, en disant qu'il a failli mettre en l'air le projet de sa famille, c'est-à-dire d'être son émissaire ici en Europe et de travailler pour que les autres survivent au Bangladesh. Et j'ai vu, lorsqu'on a parlé de solitude, vous avez fait comme ça la tête, est-ce que vous avez vécu ça, cette solitude-là, lors de cette traversée-là? Moi, je pense que c'est le cas de tous les migrants qui traversent ou qui restent pendant très très longtemps dans chaque pays, qui ne comprennent pas la langue, ils n'ont pas d'amis. Et aussi ce que j'ai expliqué dans le livre, c'est que ce qui est terrible, à la fois on est amis pendant la traversée, mais à la fois on est méfiant. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. Et on a rencontré du jour au lendemain, on ne peut pas faire confiance. C'est la même chose pour les passeurs, on dit ok, je te fais confiance, le passeur il dit je te fais confiance, mais quelque part c'est quelque chose d'artificiel où rien n'est vrai. Et il y a des moments où tu as envie de dire des choses que tu peux pas faire et il n'y a personne pour dire. Et moi personnellement, quand ça m'a vraiment submergé en Grèce, j'ai pleuré. J'ai tellement pleuré que je croyais que je vais m'étouffer. Et il n'y avait personne pour exprimer tout ce que j'avais à dire. Et je suis allé dans le mosquée, j'ai prié, et le soir même, si vous voulez, c'était comme une sorte de miracle que j'ai vu devant mes yeux, que je vais traverser la Grèce, et ce qui est arrivé le lendemain matin.
Et quand je suis arrivé en France, pareil, quand vous ne comprenez pas la langue, quand vous ne connaissez personne, quand vous avez un problème, vous ne savez pas à qui vous devez demander. Et c'est pour ça, moi quand je suis arrivé en France, la première chose que j'ai fait, c'est d'apprendre la langue. Pour au moins parler avec les gens, ce que je ressens, comment on dit, quels sont mes problèmes, quelles sont les vraies raisons pour que je viens. Mais aussi, ce que je trouve très touchant, souvent les gens, même s'ils n'ont pas nous à aider financièrement, mais ce qui est le plus important pour des migrants comme moi, c'est le soutien moral. Quand quelqu'un dit « je suis ton ami », ne t'inquiète pas, dès qu'il y a un problème, je suis là. Et ça, c'est un mur pour les gens, et c'est un repère pour les gens comme moi, qu'il n'y a personne. Moi, quand je suis arrivé à Mulhouse, il n'y avait personne. Je connaissais personne. Et petit à petit, j'ai fait mes repères, j'ai commencé à, si vous voulez... L'école, ça a été un élément important. Voilà. Et même, par exemple, quand j'étais au collège, je commence à... Comment dire j'ai commencé à faire l'amitié avec mon prof de la langue. Mais c'est vrai qu'au début, ça l'a fait un peu peur. En Afghanistan, si on aime quelqu'un, on a envie de l'inviter à la maison, mais moi j'avais pas de maison parce que j'habitais dans un foyer. Ce que j'ai fait, je l'ai invité dans un kebab. Mais sauf que quelques années plus tard, j'ai compris que quand on invite une femme au restaurant, ça ne veut pas dire la même chose que ce qu'on pense en tant qu'un Afghan. Et là aujourd'hui, elle comprend que ce n'était pas quelque chose, c'était tout simplement... je voulais faire des repères, si vous voulez. Non, c'est vrai, c'est que, juste pour ajouter, c'est qu'en plus, il faut bien comprendre que c'est une concurrence dans la misère sur 900 km, c'est-à-dire que tout le monde a les mêmes problèmes, tout le monde a une famille à sauver, tout le monde a laissé des enfants, tout le monde a emprunté, tout le monde veut arriver plus vite. Mais pardonnez-moi... Donc ça veut dire qu'il faut se battre, même entre eux, pour être le dernier. Et pas celui d'après, monter sur un bateau pour vous trouver un travail. C'est dit dans les romans, c'est écrit dans les romans, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même ces liens qui se tissent entre ces gens-là. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a aussi la différence aussi, il faut signaler, parce qu'aujourd'hui on parle de la Syrie, ou de l'Irak, ou de l'Afghanistan, c'est des pays en guerre, très violents. Mais là, dans votre livre, il y a tout. Il y a les migrants économiques, les migrants des guerres, et vous ne faites pas trop la différence non plus. Non, maintenant, c'est la même. Non, parce que... Maintenant, on ne peut pas faire la différence. Si vous voulez, on nomme aujourd'hui un pays sûr, un pays qui n'est que misérable, où il n'y a pas de violence. Enfin, laissez un pays dans la misère, et dans 2 ans, le pays sûr va devenir un pays sur la liste des pays en guerre. Pourquoi? Parce que soit il va y avoir un dictateur qui va prendre le pouvoir, soit les gens vont se révolter, soit on va mater les... Donc cette distinction entre un pays sûr et un pays en guerre, elle est très fragile. Donc pour en revenir à la solidarité, et vous pouvez tous en faire l'expérience, il suffit que vous allez devant un bâtiment, une grande surface qui vend des matériaux pour les bâtiments, hein, vous allez dans le parking à 6 h du matin, vous rentrez avec votre voiture et vous allez voir des grappes de gens qui vont vous demander de les employer. Et dans ce parking, il y a ce que j'appelle la géopolitique du parking, c'est-à-dire qu'il y a une solidarité entre groupes, les Moldaves avec les Moldaves, les Somaliens avec les Somaliens, les Afghans avec les Afghans, les Kurdes avec les Kurdes, et puis les Kurdes vont prendre soin de s'éloigner des Afghans, parce que sinon ça fait des étincelles et entre-temps on mettra un pays africain, et tout le monde s'arrange pour se donner du travail. Là il y a une solidarité, si effectivement il y en a un qui est plus dans la merde qu'un autre, eh bien on laissera monter dans la voiture et trouver du travail. La solidarité qui est rare, c'est entre migrants de différents groupes. Et c'est le côté romanesque du livre, c'est ce que je les force à être. Je force le Moldave, le Somalien et le Bangladais et à Villeneuve-le-Roi, parce qu'ils arrivent dans la même forêt et ils vivent dans le même trou, à être solidaires. Là, c'est pas la même forêt, c'est pas le même trou, mais est-ce que les motivations des gens que vous avez rencontrés sont très différentes quand même en général? Je veux juste rebondir sur la dernière phrase que je viens d'entendre par rapport à la cohabitation des différentes populations qui notamment décident de partir. Moi je suis retourné à Calais il y a une quinzaine de jours et il se passe des choses extrêmement intéressantes à Calais, notamment la construction d'une nouvelle ville. Il faut savoir que le nouveau camp de Calais comporte 6 000 en gros migrants actuellement.
On estime en gros à 60 arrivées par jour, hein. Tous les jours ce camp grossit, effectivement, et vous avez effectivement, alors qu'on y était il y a un an, principalement rencontré des Soudanais, des Érythréens et des Éthiopiens. Aujourd'hui il y a des Syriens, des Afghans, des Égyptiens également qui viennent renforcer ce camp. Et il se construit des choses extrêmement intéressantes au sein de cette ville. Je dirais que ça serait même un champ d'expérimentation extrêmement intéressant pour un sociologue de voir ce qui se passe actuellement sur place, parce qu'on a une vraie ville qui s'est construite à Calais sur une ancienne décharge. Il faut savoir aussi qu'on leur a accordé une ancienne décharge pour effectivement s'installer. Mais par contre, on a des lieux de culte, des places publiques, des commerces tenus principalement par des Afghans. On a des coiffeurs, des artisans qui se sont installés, on a des lieux de culte, on a une école qui s'est ouverte pour apprendre effectivement le français, on a une bibliothèque qui s'est installée, etc. Et donc il y a toute une vie qui s'est effectivement organisée sur ce site, ce qui rend les choses de plus en plus difficiles sur Calais. Et depuis maintenant quelques semaines, tous les week-ends, vous avez des hordes d'Anglais qui arrivent pour effectivement donner des coups de main aux bénévoles français qui étaient un peu sur les rotules, hein, parce qu'il y en a qui tiennent la situation calaisienne depuis des années, qui préparaient 900 à 1000 repas tous les jours, 365 jours par an, fallait le faire. Aujourd'hui, ces associations se sont réorientées parce que les distributions de repas se sont maintenant organisées à partir d'un centre qu'on appelle le centre Jules Ferry, confié à une association entre guillemets officielle désignée par l'État qui s'appelle La Vie Active, mais qui ne suffit pas à nourrir l'ensemble des personnes sur le camp. Donc on a des Anglais qui effectivement s'investissent énormément sur le site. Et alors les effets positifs, c'est que le Brico Dépôt qui se trouve juste à côté a augmenté son chiffre d'affaires de 70 000 € en 3 mois. Hein. Le quincailler de Calais, il a augmenté son chiffre d'affaires grâce à la vente des pinces Monseigneur pour couper les fils de fer pour de la clôture qui protège l'accès à Eurotunnel, etc. Il y a aussi des effets indirects économiques qu'on ressent également dans le Calaisis. Mais effectivement, on ne sent pas, comme certains le prétendent, de tensions importantes sur ce site. On imagine qu'il se passe un certain nombre de choses et on ne peut pas vivre dans ces conditions telles qu'on les rencontre à Calais sans qu'il y ait des tensions. Imaginez vivre dans un bourbier permanent. Nous, quand on est allé, il pleuvait. Donc on a passé 2 jours de pluie sur Calais. Mais c'est impensable, c'est invivable, Et bien les gens sont quand même là, sont présents, tiennent à effectivement prendre leur douche tous les jours. Ce ne sont pas des clodos qu'on rencontre, ce sont des gens dignes qui sont là sur Calais et qui ont envie et qui continuent à se battre et qui ont plein d'énergie. Et puis ceux qui, tous les jours, alors on a rencontré des personnes qui étaient présentes sur le site depuis 3 semaines. Le parcours n'a duré que 3 semaines. Et dès qu'ils arrivent sur le site, et ben, le soir même, la nuit aujourd'hui principalement, ils partent vers l'entrée d'Eurotunnel pour revenir le matin, pour ceux qui ont échoué et qui n'ont pas réussi à monter dans les trains. D'autres ont des parcours beaucoup plus longs, ont des parcours qui ont duré 1 an, 2 ans avant d'échouer à Calais. Et ceux qui effectivement sont aujourd'hui à Calais, ce sont principalement des anglophones, qui cherchent à rejoindre effectivement de la famille la famille ou des connaissances de l'autre côté. Et alors on sous-estime, et là aussi il serait intéressant de voir d'un peu plus près ce qui se passe, l'importance de téléphone.